Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à notre podcast. On est vraiment très heureux de vous avoir Ça fait parmi nous, plaisir. Dr. Fortin. Certains médecins, en fait, sauvent des vies. Certains chercheurs, ils repoussent les limites du savoir. Certains auteurs, ils changent notre façon de penser. Dr. Fortin, il fait les trois et il le fait avec une profondeur rare. Neurochirurgien et neuro-oncologue au CHUS, il a ouvert de nouvelles voies pour traiter les tumeurs cérébrales en mettant au point au Canada une technique novatrice qui s'appelle la chimiothérapie intra-artérielle avec ouverture de la barrière hémato-encéphalique. Chercheur rigoureux, il dirige ses travaux comme on mène une exploration qui est toujours plus loin, toujours plus précise. Mais ce qui le rend unique, c'est qu'il ne se limite pas au microscope et au bloc opératoire. Il part du cerveau comme d'un univers, complexe, fragile et fascinant. Donc, auteur de 4 ouvrages qui croisent science, philosophie et humanité, il a cette capacité rare de rendre accessible ce qui est insondable. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir dans Scalpel and Synapses, pas seulement pour parler des techniques, mais vraiment pour explorer avec lui ce que signifie de soigner et préserver le cerveau. Donc, Docteur Fortin, bienvenue et merci beaucoup de participer à notre épisode. Ben, merci de m'accueillir. Donc, Docteur Fortin, donc avant qu'on puisse vraiment entrer dans les aspects qui sont beaucoup plus techniques de votre travail, j'aimerais qu'on commence un peu par vos livres et par la manière dont vous parlez du cerveau au grand public. C'est un Mhm. point qui intéressera vraiment beaucoup, mais beaucoup de nos auditeurs et étudiants en médecine qui se destinent à la neurochirurgie ou qui pensent avoir un intérêt pour la neurochirurgie. Donc, en écrivant sur le cerveau, vous devez souvent simplifier des notions qui sont très complexes. Euh, Mhm. quel conseil est-ce que, mettons, vous donneriez à un étudiant en médecine qui doit expliquer un concept neurochirurgical à un patient ou à un proche? Ben, donc, vous parlez en fait d'un concept neurochirurgical ou du cerveau en général? On peut dire du cerveau en général, Parce exactement. que si on parle du cerveau en général, la manière classique de résumer le cerveau, puis là, il faut vraiment aller un peu plus loin que ça, mais la manière classique, ce sera de dire que le cerveau, c'est une collection de 100 milliards de neurones qui sont interconnectés entre eux en vastes réseaux qui sont eux-mêmes connectés en série et en parallèle. Puis ça, c'est vraiment facile de décrire un peu ce qu'est un cerveau. Mais il faut rajouter des couches à ça, hein, parce que c'est un peu trop simple que de dire que le cerveau ne se réduit qu'à ses neurones. À travers les différentes couches, on retrouve aussi ce qu'on appelle des cellules gliales, qui sont des cellules qui maintenant, alors qu'à l'époque, on pensait que ce n'était que des cellules qui donnaient une certaine cohésion au cerveau, puis qui servaient au moment de la formation du cerveau. Mais maintenant, on sait que ces cellules-là participent aussi activement au processus cognitif. Donc, on ne peut pas négliger les cellules gliales qui sont extrêmement importantes. L'autre couche de complexité, il faut parler des vaisseaux sanguins qui vont au niveau du cerveau, qui sont bien différents des vaisseaux sanguins dans le reste du corps et qui sont extraordinairement nombreux. Hein, on a 100 milliards de neurones, chaque neurone a son capillaire cérébral, ça fait qu'on a environ 650 kilomètres de vaisseaux sanguins dans notre tête. Notre cerveau ne pèse que 3% de notre poids corporel, mais consomme 20 à 25% de toute la circulation sanguine. Donc, c'est énorme, là. C'est vraiment très impressionnant. Quand on l'explique comme ça, de façon vraiment très simple, on ne peut que s'étonner de tout ce qu'on a dans notre cerveau. Oui. Puis il faut comprendre qu'on est loin de cerner tout le fonctionnement du cerveau. Donc, une fois qu'on a dit ça, puis il y a d'autres couches de complexité, on pourrait parler des oscillations électriques, des différents neurotransmetteurs. Il y a différentes couches de complexité, mais une fois qu'on a dit tout ça, il faut comprendre qu'on est loin de saisir toute la subtilité dans le fonctionnement du cerveau. La Mhm. production de la conscience, ça demeure un grand mystère. On ne sait toujours pas où et comment, dans le cerveau et par quel mécanisme la conscience est produite. C'est vrai. Et si, mettons, cette personne à qui vous avez expliqué vous demande, est-ce que donc le cerveau, c'est plus un chef d'orchestre ou c'est plus un circuit électrique? Qu'est-ce que vous, vous serez plus penché à dire? Moi, j'irais plus du côté du chef d'orchestre. Je pense que la comparaison métaphorique entre le cerveau et l'ordinateur, les circuits électriques qui sont essentiellement je dirais, qui ont une fonction binaire, hein. Un circuit électrique, c'est des portes logiques que sont les transistors, puis c'est essentiellement un traitement de l'information qui est binaire. Ben, le cerveau ne fonctionne pas du tout comme ça. Le cerveau fonctionne de manière analogique.
Puis la composante analogique dans le signal, donc un signal continu plutôt que brisé en dichotomie comme dans les signaux binaires dans un ordinateur, ben ça se fait au niveau de la synapse dans le cerveau. Mhm. Donc, j'irais plus avec le chef d'orchestre comme analogie. C'est super. Et une autre question par rapport justement à ce concept de simplifier une information, c'est comment est-ce qu'on peut éviter que la simplification devienne une déformation? Ouais, ça, c'est tellement une excellente question. Je suis à travailler sur mon cinquième livre, puis j'ai justement, l'éditrice trouvait que c'était un petit peu trop complexe, mes explications, m'a demandé de diminuer le niveau de complexité. Puis là, je mets mes lecteurs en garde au début du chapitre où je parle du cerveau. Ça va être mon prochain livre va être sur l'intelligence artificielle. Mais en essence, je dis aux gens que j'ai toujours un malaise lorsque j'essaie de trouver le juste niveau de vulgarisation parce qu'il ne faut pas banaliser en simplifiant trop. Puis en même temps, si on veut rendre ça accessible à la portée du maximum d'auditeurs ou d'auditoires ou de lecteurs, ben, il faut faire un travail de vulgarisation. Puis ce niveau-là, je le trouve des fois difficile à cerner. Donc, c'est une très bonne question. Tout à fait. Et puis je vous dirais que dans les médias de grand public, je trouve malheureusement qu'on sursimplifie le cerveau de manière exagérée. C'est beaucoup plus complexe que ce qui est généralement véhiculé dans les médias. Donc, dans le fond, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a tellement de concepts qu'on connaît surtout pas sur le cerveau. Et d'après ce que j'ai compris, c'est que si une personne vous consulter, dans le fond, elle va repartir aussi avec plus de questions que de certitudes. Mais ça dépend parce que, en fait, il y a toujours des questions, oui. Il y a Mhm, énormément de questions sur le fonctionnement du cerveau, mais si on voit un patient, là, on discute d'une pathologie précise, donc de quelque chose qui affecte le fonctionnement du cerveau. Puis là, en général, les gens ont des questions très pratiques sur les problèmes pour lesquels ils consultent, hein. Si on mhm, parle de tumeur, par exemple, ben, ils vont avoir des questions très pratiques sur euh, quels sont les taux de succès dans nos traitements, quels sont les risques d'une chirurgie pour enlever cette tumeur-là, qu'est-ce que ça peut produire comme symptômes. Et ça, mhm. on est assez bien équipé pour répondre à leurs questions, je vous dirais. Mhm. Excellent. Donc, ça met pas mal un terme de notre petite section brise-glace, juste pour que les auditeurs puissent un peu apprendre à vous connaître en dehors de euh, tout ce qui est travail, bureau, bloc opératoire. Là, la prochaine section, c'est moi qui va pouvoir la faire et par la suite, ce sera ma collègue Francesca qui va pouvoir faire la prochaine section. Donc, pour la prochaine section, comme je vous ai présenté tout à l'heure, Docteur Fortin, vous êtes un nombre de sciences et aussi un nombre de mots. Donc, comment est-ce que vous vous êtes lancé d'abord dans l'écriture? Est-ce qu'il y a vraiment eu un moment déclencheur pour ça? Oui, il y a tout à fait eu un moment déclencheur. Euh, j'ai une patiente qui a écrit un livre il y a de nombreuses années, une vingtaine d'années, qui s'appelait Plus fou que ça, tumeur. Tumeur écrit comme tumeur, là, pour apporter un peu son expérience dans le milieu médical au Québec. Et elle m'a demandé d'écrire la préface. Donc, j'ai écrit la préface et l'éditrice qui s'occupait de publier son livre m'est revenue en me disant, t'écris bien, tu devrais écrire un livre. Et c'est comme ça que l'idée a germé. Mon premier livre, j'ai travaillé sur lui à temps perdu, donc ça m'a pris 8 ans à écrire le premier. Puis par la suite, ça s'est mis à s'enchaîner. Puis là, je vais avoir l'équivalent d'un projet annuel ou un projet aux années et demie, je vous dirais, de publication. J'ai décidé d'écrire le premier livre sur le cerveau, donc un espèce de livre grand public sur le fonctionnement et l'anatomie du cerveau, mais qui est de niveau quand même universitaire. Puis ce livre-là, c'est l'adaptation du cours de neuroanatomie que je donne ici à Sherbrooke depuis longtemps. Puis ce cours-là, il a gagné des prix pendant plusieurs années d'affilée comme le meilleur prix, le meilleur cours à la faculté. Puis c'est la raison qui m'a motivé. Je me suis dit, ben, si les étudiants trouvent ça bon, j'imagine que ça pourrait faire un livre intéressant. Donc, c'est ça, la conjonction de ces deux facteurs-là qui ont fait que je me suis mis à écrire. Et est-ce que maintenant il y a une différence entre écrire pour le grand public et aussi écrire pour soi? Donc, Ah, j'imagine énorme. que Énorme. vraiment. Oui, ben, écrire pour le grand public, on doit adapter le niveau de langage, le niveau des explications pour être capable de toucher à tout le monde. Mhm, Et ça, c'est étonnamment difficile, hein, parce que je vous donne un exemple, là. On sait ce qu'est un neurone, mais
il y a bien des gens dans la population générale qui n'ont aucune idée de ce qu'est un neurone. Et à titre d'exemple, d'ailleurs, j'ai introduit mon prochain livre avec cette anecdote-là. Je suis allé dans une soirée mondaine où j'ai rencontré un homme qui avait fait carrière dans la Silicon Valley, qui avait travaillé sur l'intelligence artificielle. Et je me suis mis à jaser avec lui. Et cet homme-là m'a demandé le plus simplement du monde si un neurone biologique, un neurone dans notre cerveau, c'est vrai que ça existait. Alors pour lui, le neurone, c'était un objet mathématique de l'intelligence artificielle. Il n'avait aucune idée qu'il y avait des neurones dans sa tête. Et c'était quelqu'un de quand même très intelligent et très éduqué, mais qui n'avait aucune connaissance en neurobiologie. Donc, quand on écrit pour le grand public, il faut vraiment partir de la base. Mhm. Et pensez-vous que écrire ou vulgariser, c'est une compétence que les futurs neurochirurgiens devraient développer? Absolument développer. Ben, pas juste les futurs neurochirurgiens, mais tous les médecins. Pourquoi? Parce que dans notre travail, une des composantes fondamentales, c'est de transmettre l'information à nos patients et à leurs familles. Puis pour Mhm. ça, il faut être capable de le faire de manière adaptée. Alors, si vous avez devant vous une famille qui sont toute une bande d'universitaires versus une famille de fermiers, il faut adapter le langage. Tout le monde demeure toujours très intelligent, mais les compétences où les connaissances de base vont changer. Donc, c'est juste d'adapter le langage. Puis lorsqu'on le fait bien, euh, je pense que la transmission de l'information aide à tous les aspects, hein, dans la communication, la confiance, mais aussi dans l'acceptation de la maladie. Donc, c'est vraiment important d'être capable de bien vulgariser l'information, bien répondre aux patients, puis je le dis à tous les gens qui vont vous écouter, tous les futurs médecins, peu importe la discipline, cette portion-là de l'exercice médical est fondamentale. Prenez le temps de bien répondre aux questions de vos patients. Puis surtout, rappelez-vous qu'il n'y a jamais de questions niaiseuses. Hein, il y a des questions qui, en apparence, vont nous sembler naïves, mais pour les gens, il n'y a pas de questions niaiseuses. Il faut adresser ça au même niveau pour tout le monde, avec le même sérieux que ça demande, là. On vous remercie beaucoup pour ces judicieux conseils et j'espère vraiment que nos auditeurs vont pouvoir vraiment plus que les écouter, mais les comprendre. En fait, ça met terme à cette section-là. Je vais laisser maintenant ma collègue Francesca prendre le relais. Merci. Merci. OK, donc maintenant, on va parler un peu des diagnostics lourds qu'on peut avoir en neuro-oncologie. Mhm. Des fois, c'est très difficile de donner des mauvaises nouvelles aux patients. Est-ce que vous avez des astuces pour choisir les bons mots? Bien, la première chose, ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure. Je commencerai par dire qu'il ne faut pas prendre faut pas prendre nos patients pour comment je dirais? Il faut respecter nos patients, OK? Puis pour respecter nos patients, il faut leur donner une information qui est juste. Puis là, je vous donne un exemple. Moi, quand j'étais résident, le type de tumeur qu'on voit le plus souvent, nous, en neuro-oncologie, les glioblastomes, à l'époque, la survie médiane, c'était 9 mois. Et moi, j'ai des patrons qui rentraient dans les chambres, ils annonçaient le diagnostic aux patients et qui disaient, bon, ben, fais ton testament, dans 9 mois, tu vas être mort. Ça, c'était comme ça qu'on donnait l'information. Puis moi, je me rappelle, hein, on apprend beaucoup. Vous allez apprendre beaucoup, tout le monde, par exemple, mais aussi par contre-exemple. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Puis moi, je me disais dans ma tête, jamais je vais parler comme ça aux gens. Puis maintenant, ce que je fais quand je reçois les gens, je leur trace la courbe normale, la courbe de Bell, puis je leur explique la notion des statistiques pour que les patients comprennent vraiment bien c'est quoi une médiane. Puis là, je leur explique c'est quoi leur survie médiane. Puis je leur explique qu'il y a des outliers d'un bord ou de l'autre. Puis on discute de toutes ces subtilités-là avec une forme graphique. Puis ça aide beaucoup, beaucoup les patients et les familles à comprendre. La, la, le fait d'être nuancé dans la transmission de cette information-là, moi, je trouve, ça aide beaucoup pour eux à accepter la maladie. Ça aide à comprendre un peu mieux, puis ça les aide à se mettre des objectifs qui sont réalistes. Fait que c'est pas juste le choix des mots, c'est dans la manière nuancée de donner l'information. Merci beaucoup. Puis c'est un bon conseil pour les jeunes médecins aussi. Euh, puis justement pour la neuro-oncologie, est-ce que vous pensez que les pronostics sont en train de s'améliorer? Ah oui. Quand j'ai commencé ici où je suis en 2000, hein, ça fait 25 ans que je travaille ici, le premier travail qu'on a fait, on a sorti les 15 années précédentes, la survie médiane des patients avec des glioblastomes.
La survie médiane était autour de 7 mois. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde un peu nos séries de chimio intra-artérielle, en médiane, on est rendu à 24 mois. Donc, c'est énorme. Évidemment, ce n'est pas suffisant. Hein. Quand on donne cette information-là aux patients, on leur dit ben, on a une médiane de survie autour de 20-24 mois. Ben, c'est jamais suffisant pour les gens, mais ça a quand même triplé par rapport à ce que c'était avant les à une époque où on donnait très peu de chimio. Souvent, on ne faisait que de la radiothérapie. Puis à la première récidive, on annonçait aux patients que c'était terminé. On faisait très peu de réopérations à cette époque-là aussi. Donc oui, ça a beaucoup changé, puis ça s'est quand même pas mal amélioré, même s'il reste énormément de travail à faire. Puis est-ce que vous pensez que qu'un jour on va venir à pouvoir traiter complètement les glioblastomes ou est-ce que vous pensez qu'on est quand même très loin de ce futur? Je pense on n'est pas près de ce futur, mais je pense qu'on va y arriver. On comprend mieux la maladie. On comprend surtout mieux la grande hétérogénéité de cette maladie-là. Donc, ça va demander des approches qui vont être ciblées, qui vont être personnalisées. Puis maintenant, enfin, on s'intéresse à l'aspect du delivery. Hein, moi, quand j'ai commencé à pratiquer, je parlais de la barrière hémato-encéphalique dans des congrès. Souvent, je me faisais regarder de travers en me faisant dire que c'était un non-factor. Puis maintenant, les gens comprennent que c'est un facteur extrêmement important, puis extrêmement limitant, puis il faut s'en occuper. Fait que je pense qu'on va y arriver, mais il reste pas mal de travail à faire. Mhm. Puis juste une dernière question pour cette section. Est-ce qu'il y avait comme un moment difficile où vous avez dû donner un diagnostic vraiment difficile puis que ça vous a vraiment marqué? Euh, tout- tout- je ne sais pas comment répondre à votre question autrement qu'en vous disant que chaque fois que je donne Oui. un diagnostic de glioblastome, je trouve ça difficile. Je trouve ça difficile parce que je sens que je viens briser la vie de quelqu'un. Ah, c'est pas de ma faute à moi si le glioblastome est là, mais c'est quand même moi qui fais l'annonce. Puis quand j'explique aux gens que c'est une maladie incurable, je trouve ça toujours difficile. C'est sûr que depuis 25 ans, je me suis un peu plus habitué à le faire. Les premières années, c'était beaucoup plus difficile. Je me rappelle, j'allais à la clinique, j'avais, disons, 3 annonces de pathologie à faire, puis je me disais, bon, ben là, je suis l'ange de la mort, là. Je m'en vais détruire 3 vies, là. Je me sentais comme ça. Je prenais ça pratiquement personnel. Puis Mhm. maintenant, j'essaie de l'aborder autrement en disant aux gens, ben, il y a différentes lignes de traitement. On a des patients qui réussissent à défier les statistiques. Il ne faut pas perdre espoir. Puis j'essaie de m'encourager moi-même en même temps, sachant très bien que c'est une très mauvaise maladie, là. Merci. Puis pour la prochaine section, on veut parler un peu de votre recherche, Mhm. justement pour la barrière hémato-encéphalique. Donc, vous avez introduit au Canada la chimiothérapie intra-artérielle euh, avec l'ouverture de cette barrière. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de cette intervention? Oui, en fait, je vais vous expliquer comment je l'explique aux patients, là. Euh, on a quelques molécules qui, en raison de leur constitution physico-chimique, traversent la barrière hémato-encéphalique. La barrière hémato-encéphalique, hein, c'est vraiment un genre de système de filtration localisé au niveau de la paroi des vaisseaux sanguins cérébraux qui fait que la majorité des molécules de haut poids moléculaire, dès qu'une molécule a plus que 400 daltons, ben, ça traverse difficilement cette barrière-là. Alors, nous, on fait, c'est tout simplement de prendre des agents de chimiothérapie qui sont normalement donnés en intraveineux, qui ne traversent pas très bien naturellement la barrière hémato-encéphalique. Et là, il y a tout un processus qui se fait au laboratoire pour d'abord tester l'innocuité de ces agents-là en administration intra-artérielle, déterminer la bonne concentration, le taux d'infusion. Puis lorsqu'on a établi ça, puis qu'on a établi que c'était des agents qui produisaient une efficacité dans le traitement des tumeurs, bien là, on les donne en intra-artériel. Et là, on peut faire juste une chimiothérapie intra-artérielle, ce qui va augmenter via un effet qu'on appelle l'effet de premier passage, ce qui va augmenter la concentration d'environ 5 fois. Ça va permettre de traverser la barrière hémato-encéphalique. Et puis, si on veut être encore plus efficace, là, on fait une ouverture osmotique de la barrière hémato-encéphalique. Là, ça doit se faire sous anesthésie générale. On doit endormir le patient parce que c'est extrêmement stimulant comme procédure. On donne du mannitol à haut débit pendant 30 secondes dans tout l'arbre vasculaire qu'on veut ouvrir. Donc, disons la carotide interne droite, par exemple, pour une tumeur qui sera en frontal droit.
Et pendant cette période-là, le contact du mannitol avec les cellules endothéliales va produire une ouverture physique des jonctions serrées au niveau de la paroi des vaisseaux sanguins. Puis ça, on le voit très bien, les protéines qui maintiennent l'adhérence, l'adhésion des cellules ensemble, qui assurent l'étanchéité, ben, sont modulées, puis il y a vraiment les pores qui s'ouvrent. Ça dure environ 15 minutes, et pendant ces 15 minutes-là, on donne notre chimiothérapie intra-artérielle. C'est vraiment intéressant. Puis, Mm. comment est-ce que cette innovation est née? Comment est-ce que vous avez pensé à ça? C'est- En fait, j'ai pas le mérite d'avoir inventé ça. Je suis allé chercher ça en Oregon. Le type qui a inventé ça, il s'appelle Edward Newholt, qui est un neurochirurgien qui travaillait à Portland, en Oregon. Moi, je l'ai croisé à Chicago pendant un congrès, puis j'ai vu sa présentation, puis j'étais R3 à l'époque. J'ai tout de suite su que je voulais faire ça. Après ça, je voulais partir en fellow avec lui, mais je l'ai relancé au moins 12 ou 13 fois. À l'époque, c'était des lettres qu'on envoyait. OK. Les emails existaient, mais c'était moins utilisé. Puis je l'ai relancé 12 ou 13 fois avant que finalement il y ait une place qui se libère et que je puisse aller le rejoindre là-bas, là. Mm. OK, cool. J'ai Puis, vécu en Oregon ouais. pendant 2 ans, puis j'ai failli rester là-bas, là. Il m'a offert une super belle job, mais ma famille était ici, fait que je suis revenu au Québec. OK, ouais. Puis, est-ce qu'il y avait comme des obstacles en introduisant cette approche au Canada? Oh, énorme. Ça a été, ça a été un combat, ça a duré 2 à 3 ans. Puis on était très surveillés au début. Il y avait énormément de, comment je dirais, de scepticisme. Et là, on a commencé à faire nos traitements. Puis la première patiente que j'ai traitée, c'était un lymphome cérébral qui a eu une réponse complète puis qui a survécu à sa maladie pendant 20 ans. Wow. Donc, les premiers cas qu'on a fait, c'est des cas qui ont bien été. Puis rapidement, les gens qui faisaient cette surveillance-là via le département de chirurgie se sont rendus compte que ça fonctionnait, notre affaire. Alors là, ils nous ont laissé aller après. Mais ça a pris beaucoup de temps, beaucoup de négociations avec le comité d'éthique. Mhm. Ça a été assez complexe, je dirais. Ouais. Puis, Puis est-ce maintenant, que... ici, ouais. c'est une routine, là. On en fait OK. des intra-artériels, on en fait 8 à 10 par semaine. On fait Oh, des, wow. des ouvertures de barrière à tous les mois. Et on fait moins d'ouvertures de barrière parce que ça demande de l'anesthésie générale. Mais ici, c'est une routine, tout le monde est habitué, puis ça va super bien, là. Puis, est-ce que vous êtes le seul centre au Canada qui le font? Oui, oui, absolument. OK. Puis en fait, vous avez votre population étudiante, là. Moi, je suis vieillissant en âge, puis ça va me prendre un successeur ou une successeur, ou quelqu'un successeur, un C'est successeur, correct. une Ouais. successeur pour reprendre ces traitements-là éventuellement, parce que je ne veux pas que ça arrête, évidemment. Mhm. Puis c'est drôle parce que quand on est en neurochirurgie, on aime opérer. Puis les neurochirurgiens sont moins attirés vers des procédures plus médicales comme ce type de procédure-là. Fait que ça prend quelqu'un qui a un intérêt et une ouverture autant pour la neurochirurgie que pour l'oncologie. Puis c'est Mhm. vraiment la fusion des deux qui permet de faire ce type de procédure-là, là. Mm. Ouais. OK. Ben, merci beaucoup. Je vais Mm. donner la parole à Samia. Merci beaucoup, Francesca, et merci beaucoup, Docteur Fortin, pour vraiment nous avoir vraiment bien expliqué c'était quoi votre recherche. C'est ultra fascinant. J'espère aussi que des personnes qui vont écouter ce podcast, ben, en fait, ils vont pouvoir euh, ils vont avoir un intérêt envers ce que vous faites. Et moi, je trouve ça vraiment fascinant l'impact que vous avez. Juste sachez que ça change vraiment des vies et c'est C'est gentil, merci. Si vous voulez venir faire des stages, vous êtes toujours bienvenus. Merci beaucoup. Ça nous mène maintenant à notre prochaine section. Donc, la prochaine section, je l'ai surnommée les ondes d'ombre du cerveau. Vous allez voir pourquoi. Donc, dans le fond, même pour un neurochirurgien, il reste des ondes d'ombre. Donc, Hmm. laquelle vous intrigue le plus, mettons, par rapport au cerveau? OK, ben c'est intéressant parce que je viens justement d'écrire là-dessus. Oh. J'ai dit mon prochain livre, ça va être sur l'intelligence artificielle. Mhm. Le titre de travail, c'est Pourquoi l'intelligence artificielle ne sera jamais consciente. Ça parle de la conscience. Comme un pionnier qui a travaillé à McGill, hein, Wilder Penfield, qui a
c'est un grand pionnier en neurochirurgie qui a évidemment fait beaucoup de chirurgie éveillée, qui a cherché à comprendre la production de la conscience dans le cerveau pour finalement conclure sa carrière en disant que pour lui, la conscience était quelque chose de mystérieux, puis qu'il avait de la difficulté à saisir comment c'était produit dans le cerveau. Mhm. Moi, ma zone d'ombre de prédilection, c'est la conscience. Puis je regarde des fois des résections tumorales qu'on fait chez des patients. On enlève des fois près de, je dirais, un cinquième du volume cérébral dans des volumineuses tumeurs, là. Mais Wow. ces patients-là, au réveil, bien que c'est possible qu'ils présentent certains déficits focalisateurs, ont une préservation de leur conscience, de l'unité de fonction de leur conscience. Et ça, ça nous dit qu'on peut enlever une bonne partie du cerveau, les gens demeurent conscients. De même qu'on peut faire des split brain surgery, on peut modifier la structure du cerveau, les gens demeurent conscients. Alors moi, ma zone d'ombre, c'est la production de la conscience. J'aimerais ça comprendre où et comment c'est produit la conscience dans le cerveau. Puis plus je lis là-dessus, moins je comprends. Je ne peux que imaginer. Et Mhm. justement, par rapport à ça, est-ce que vous pensez que la conscience est quelque chose de plastique? Parce qu'on sait que le cerveau, il a cette capacité inhérente qui est la plasticité du cerveau. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui peut être associé à la plasticité? Oui et non. Je m'explique. Donc, vous avez bien raison de parler de la neuroplasticité parce que c'est une capacité, c'est une propriété absolument incroyable du cerveau. D'ailleurs, quand vous pensez à la plasticité qui découle d'aspects génétiques, mais surtout d'aspects environnementaux, ça nous fait prendre conscience qu'il n'y a jamais eu un cerveau identique sur la planète, non plus qu'il n'y en aura jamais. Les cerveaux sont tous câblés, micro-câblés un peu différemment. Donc ça, c'est une capacité vraiment extraordinaire, une autre couche de complexité de notre cerveau. Et la conscience, c'est autre chose, hein. La conscience, il y a une caractéristique de la conscience qu'on appelle l'unité de la conscience, qui fait que même si toute votre vie, votre cerveau change, euh, votre corps change, les atomes qui constituent votre corps changent toute votre vie. Vous conservez l'unité de votre conscience. Le je que vous êtes maintenant est le même je que vous étiez quand vous aviez 5 ans, puis c'est le même je que vous allez être à 75 ans. Donc, cette unité de la conscience-là est difficile à expliquer lorsqu'on constate que le cerveau, justement, change au fil de la vie à cause de la plasticité. Donc, cette espèce le binding problem de la conscience, là, c'est une autre zone d'ombre, une autre zone grise du cerveau qu'on ne comprend pas, là. Intéressant. Mhm. C'est vraiment, on apprend plein de nouveaux concepts aujourd'hui. C'est Bon, vraiment là, on est plus dans intéressant. la métaphysique, par contre, quand on Oui, parle oui, oui. de science. Donc, justement, on a parlé de zone d'ombre. J'imagine que des jeunes chercheurs qui vont justement vous précéder, pas précéder, qui vont vous suivre, euh, Mhm. ils vont aussi avoir des zones d'ombre qu'ils chercheront aussi à un peu travailler là-dessus. Est-ce que vous pensez qu'ils devraient se concentrer plus sur ces zones d'ombre-là ou d'abord consolider les acquis? C'est quoi la meilleure façon de fonctionner? J'aurais tendance à dire, moi j'aurais tendance à vous répondre qu'il faut miser sur les deux aspects, mais je serais très prudent sur certaines zones d'ombre parce que je ne suis pas sûr qu'on a à portée de nous la possibilité de donner des réponses. Puis là, je reviens encore à la conscience. La conscience, c'est tellement mystérieux, on se pose des questions sur ce que c'est exactement puis comment c'est produit depuis plus de 2000 ans. Les philosophes grecs se posaient des questions sur la conscience. Puis aujourd'hui, à notre époque, on n'a toujours pas de réponse. Donc, je pense que la conscience, c'est un sujet qui mérite d'être investigué, mais je ne pense pas qu'il faut chercher des réponses franches. On ne les trouvera pas. Alors Mhm. maintenant, on regarde les acquis, là. On a notre niveau de connaissance dans le fonctionnement cérébral a fait des bons prodigieux dans les dernières décennies grâce à l'imagerie moderne. Ben ça, il faut continuer à pousser ça. Il y a certains neuroscientifiques qui pensent qu'on a atteint un certain plafond là. OK. Euh, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a un papier qui a été publié dans Science. C'est des gens du MIT qui ont cartographié toutes les connexions dans 1 millimètre cube d'un cerveau humain, du lobe temporal d'un cerveau humain. Et dans ce millimètre cube-là, il y avait 57 000 neurones.
hein, et toutes les connexions imaginables. Donc, il faut vraiment comprendre l'extraordinaire complexité du cerveau. Vous voyez des fois des images. Nous, on utilise des images qu'on appelle euh, des images de tractographie qui permettent de voir la modélisation des fibres de matière blanche dans le cerveau. Mhm. Mais ça, là, c'est à des ordres de grandeur, euh, c'est à des ordres de grandeur de la précision réelle de ce que ça nous prendrait pour bien comprendre le cerveau. Euh, Tu sais, on dit qu'on a l'équivalent de 40 fois 10 à la 15 connexions dans notre cerveau. 40 suivi de 15 zéros, ça, c'est le nombre de synapses et de connexions qu'il y aurait dans un cerveau adulte mature. Puis, n'oubliez pas que ces connexions-là changent, hein. On a parlé de la neuroplasticité, c'est toujours en train de changer dans le temps. Donc, comment capturer ça, comment modéliser ça, c'est le challenge du futur. Puis, on est loin d'y être. Il nous reste beaucoup de travail à faire. Intéressant. Et ça me mène aussi à notre prochaine question, c'est est-ce que vous pensez que en matière neurochirurgie générale, neuro-oncologie, est-ce que les percées qu'on a au niveau des adultes et pédiatriques sont à peu près similaires ou est-ce que euh, il y a comme un déséquilibre au niveau des percées scientifiques? Non, je pense que c'est relativement similaire. Je dirais que dans les plus grosses innovations qu'on a connues dans les 10 dernières années, c'est dans le diagnostic moléculaire. Et ça, ça touche autant les tumeurs pédiatriques que les tumeurs adultes. On Ok. devient de plus en plus précis dans le diagnostic parce qu'on a identifié certains marqueurs moléculaires qui touchent certaines pathologies. Puis ça se raffine avec le temps. Vous le savez, en ce moment, là, un trend qui est extrêmement populaire et porteur, c'est tout ce qu'on appelle les omics, le radiomics, le genomics, Proteinomics. Ça fait Mhm. que là, les gens maintenant utilisent des stratégies d'analyse de banques de données très, très vastes pour faire des références croisées, puis essayer d'identifier certains facteurs qui vont en devenir des biomarqueurs éventuellement. Donc, on fait beaucoup, beaucoup de progrès dans les dernières années avec ça. Puis ça va continuer à en accélérer dans les prochains 10 ans, là. Mais ça touche autant le domaine de l'adulte que le domaine pédiatrique. Parfait. Ça, c'est, je pensais que c'était quelque chose qu'on devait juste souligner parce qu'on sait que, comme vous avez mentionné, le cerveau d'un patient qui est pédiatrique et celui d'un patient qui est adulte est vraiment différent. C'est pour ça que je voulais au moins qu'on souligne cet aspect-là Ouais, de de la neuro-oncologie. On va passer à la prochaine section. Je vais pouvoir la faire. Après ça, ce sera ma collègue Francesca. Donc, dans le OK. fond, le cerveau de notre époque, c'est ça le titre de notre prochaine section. En fait, on vit dans une époque où notre cerveau est vraiment sollicité son pause. Et est-ce que vous pensez que notre société le met dans les meilleures conditions pour fonctionner? Notre cerveau. Oui. Euh, c'est vraiment difficile de répondre à cette question-là. Je vous explique. On a à notre époque les instruments extraordinaires qui n'existaient pas il y a 10 ans. Mhm. Euh, je vous donne un exemple. Moi, quand j'étais résident ou étudiant en médecine, si je voulais sortir des papiers pour lire sur un sujet donné, il fallait que j'aille à la bibliothèque, photocopier mes articles. Premièrement, les trouver, deuxièmement, les photocopier. Là, il s'était écoulé pas mal de temps. Et là, je revenais à ma chambre de résidence et je n'avais rien lu encore. Aujourd'hui, l'information est au bout de notre clavier. Hein. Puis non seulement l'information est au bout de notre clavier, mais on a des engins de recherche extrêmement puissants. Je prends juste l'intelligence artificielle là, pour faire une recherche sur un sujet donné, c'est extraordinaire. C'est extrêmement aidant, on sauve beaucoup de temps avec ça. Donc, ça, il y a un aspect technologique qui est très, 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 très bénéfique. Mais ce même aspect technologique-là, s'il est utilisé à outrance, s'il est utilisé pour remplacer notre jugement, notre capacité d'écriture, notre capacité de lecture, notre capacité de résumer, de raisonner, là, ça va devenir nocif. Mhm. Et c'est cet équilibre-là qu'il faut qu'on puisse trouver. Et je trouve que nous, les êtres humains, on l'a vu avec les médias sociaux, on adopte tout puis on se pose des questions après. On devrait plutôt se poser des questions en amont puis adopter graduellement ces nouvelles technologies-là en utilisant juste le côté bénéfique. Les médias sociaux, c'est la même chose. Il y a un aspect clairement bénéfique à ça. Mais lorsque c'est utilisé à outrance, ça devient problématique. Puis
Puis, tu sais, on le voit chez les jeunes dont le cerveau est en développement, qui font un usage abusif des médias sociaux, c'est extrêmement nocif. Les mêmes craintes sont, je pense, à soulever pour l'intelligence artificielle. Si vous, les étudiants, lorsque vous avez, par exemple, une dissertation ou un sujet à couvrir et que vous déléguez ça à ChatGPT 5 qui s'en vient, ben, vous n'allez pas développer vos capacités d'écriture, vos capacités à faire un sommaire de l'information, à faire une synthèse. Puis ça, c'est important hein, parce qu'un cerveau qui ne travaille pas, Mhm. ben, il s'atrophie. Hein? Je me souviens plus l'expression en anglais, comment on dit déjà, use it or lose it. Donc, si vous n'utilisez pas votre cerveau, vos grands réseaux cognitifs vont s'atrophier. Puis ça, c'est clairement démontré chez les jeunes qui ont arrêté de lire au profit des technologies numériques. Leurs réseaux cognitifs, certains réseaux cognitifs qui sont mobilisés lors de la lecture sont atrophiés. Puis la lecture, c'est une compétence fondamentale pour la réussite scolaire. C'est un corrélat direct. Donc, si vous n'êtes pas bon en lecture, vous allez avoir de la misère à réussir à l'école. Donc, tout ça, ça amène à une espèce de cercle vicieux, je pense, qui peut être extrêmement nocif. Donc, j'en reviens à la question de base. Il y a du bon, il y a du moins bon. Notre cerveau, notre cerveau, s'il utilise les technologies actuelles à bon escient, il est dans un environnement extraordinaire. Vous avez en fait mentionné des habitudes qui vous inquiètent auprès de la population. Est-ce que Mhm. vous avez remarqué des habitudes qui vous inquiètent plus auprès des étudiants de médecine? Ben, je pense que l'écueil en médecine, c'est des études qui sont exigeantes, c'est de ne pas penser, prendre un peu de temps pour penser à soi. Euh, moi, je me rappelle pendant mon cours de médecine, on était pratiquement isolés parce qu'on ne faisait que travailler. Puis ça, c'est extrêmement nocif. Je vous dirais, les étudiants en médecine, premièrement, du point de vue purement des neurosciences, du point de vue purement neuropsychologique, étudier sur des périodes continues qui dépassent 2 heures, c'est pas bon. C'est pas très utile. Donc, faites des blocs d'études de 2 heures, mais après ça, allez donc vous changer les idées. Puis pour se changer les idées, quoi de mieux que de faire de l'exercice physique? Ça vous bénéficie à tous les niveaux. Puis même, c'est démontré au niveau cognitif. Donc, moi, je pense que le principal écueil en médecine, c'est ça. C'est de se négliger au profit des études. Il faut se garder un certain équilibre, c'est vraiment fondamental. Même chose avec vos contacts sociaux. Voyez du monde. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est très important, la santé mentale, la santé physique, tout Mhm. est relié en fait. Tout à fait. Et Je en fait, ne vais pas vous faire de publicité, là, mais c'est ce que je dis dans ce livre-là. oh, C'est votre santé sociale, votre santé cognitive, votre santé physique, c'est complètement relié. Docteur Fortin, si vous pouvez aussi nous montrer en lien en fait des liens pour vos livres, en fait, on va les mettre en lien lorsqu'on les Ah, publie. je vous enverrai ça, Oui. certainement. Comme ça, on va pouvoir les mettre en lien et vraiment, n'hésitez surtout pas. Ça nous fera vraiment grand Ah, plaisir. avec plaisir, certainement. Euh, en fait, j'aurais une dernière question pour cette section. Après ça, je laisserai Francesca prendre le relais. C'est, selon vous, comment est-ce qu'on peut vraiment mettre la différence entre stimuler et surstimuler notre cerveau? Comment est-ce qu'on peut éviter de tomber dans ce piège-là? En fait, je ne vois pas de gros problème à surstimuler le cerveau. Euh, en fait, c'est intéressant parce qu'en cognition, en neurocognition, euh, pour maximiser l'apprentissage, ce qu'on remarque, c'est que donner une tâche cognitivement difficile, c'est clairement supérieur à une tâche qui serait cognitivement facile pour le développement du cerveau. Le cerveau aime ça vraiment, faire face à des problèmes très complexes. Fait que je pense pas qu'on peut surstimuler un cerveau. Ceci étant, je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, on peut le surstimuler en termes de durée. Puis ça, il faut pas dépasser un certain temps d'étude parce que ça ne donne plus rien. Là. Passer 2 heures, là, on n'encode plus rien. Puis je dis 2 heures, c'est une moyenne, là, chaque personne est différente, mais quand vous ressentez une fatigue cognitive, puis il n'y a plus rien qui rentre en bon québécois, là, vous êtes beaucoup mieux de prendre une pause. Prenez une pause, allez faire autre chose. Plutôt que de persister, vous allez perdre votre temps. Donc là, on peut parler de surstimulation en termes de durée. Mais en termes d'intensité, il n'y a pas de problème à surstimuler son cerveau.
C'est parfait. Merci beaucoup vraiment pour tous vos conseils. C'est vraiment très précieux. Alors pour moi, j'avais une question. Comment est-ce que vous êtes capable d'apporter de l'équilibre dans votre vie en termes de chirurgien, auteur, puis enseignant même? Qu'est-ce que vous faites pour faire tout ce que vous voulez? Euh, ben, moi, j'ai un équilibre. Je considère avoir un équilibre, là. C'est peut-être pas ce que tous les gens dans mon environnement personnel diraient, mais je vais commencer par dire que pour moi, écrire des livres, ça fait partie de mes hobbies. OK? Donc, pour moi, c'est une vraie joie de me lever un samedi matin, me faire un café, me mettre de la bonne musique, m'installer puis travailler. Je fais pas ça toutes mes fins de semaine, évidemment. Moi, du point de vue personnel, j'écoute beaucoup de musique, j'écoute des films, je joue à des jeux vidéo. Moi, je suis un gamer depuis toujours. Je fais de la moto, je fais de la course à pied. Donc, je pense que c'est important de se garder du temps pour ça. Puis je vous dirais, tout le monde, le truc que moi, je me suis donné, c'est de le mettre à l'horaire. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que dans le monde médical, il y a toujours de la demande pour faire, si c'est pas de la clinique, si c'est pas de l'enseignement, si c'est pas de la recherche, ça va être de l'administration. Ah, on a une réunion à telle heure, on a ci, on a ça. Si vous mettez dans votre grille horaire une plage où vous dites pendant 1 heure et demie, moi je suis au gym, c'est plate là, mais c'est dans mon horaire. Bien là, vous allez vous respecter. Il faut faire ça. Donc, les hobbies, à un moment donné, il faut que ça fasse partie de la vie. Les contacts sociaux, voir la famille, passer du temps, dans mon cas, moi, avec mes enfants, euh, avec les amis, c'est fondamental. Donc c'est ça que je vous dirais, faut cibler des choses qui nous intéressent, qui sont fondamentales à notre équilibre à nous, les inscrire à l'horaire. C'est ça que moi Merci. je fais. Mhm. C'est vraiment un bon conseil pour les étudiants en médecine surtout. Puis juste une dernière question aussi en lien avec les étudiants en médecine. Est-ce que vous avez des, des conseils à donner pour ceux qui sont intéressés par la neurochirurgie? Euh, oui, je vous dirais, faites-vous voir. Je m'explique. Vous n'êtes pas nécessairement obligé de faire un stage, mais nous, lorsqu'on on discute de sélection de candidats, on s'entend là, tout le monde qui se présente en entrevue, tout le monde à ce niveau-là a une valeur. Hein. Donc là, nous, on est obligé de sélectionner malheureusement un nombre limité de candidats sur des candidats de valeur. Puis c'est un peu un biais cognitif, mais on va, on va, on va regarder beaucoup des gens qu'on a déjà croisés qui, par leur intérêt, sont venus assister à des cliniques, faire la tournée avec nous, qui sont venus au bloc. Donc, c'est sûr que si vous pouvez avoir un stage en neurochirurgie, c'est vraiment l'idéal. Mais si vous n'avez pas de stage, c'est pas un facteur, c'est pas un killer. C'est-à-dire que si on vous a déjà vu, puis on connaît votre intérêt, on va tout à fait vous considérer. Une fois qu'on a dit ça, il arrive qu'il y a des candidats exceptionnels qu'on n'a jamais vus qui se présentent en entrevue, qui ont des dossiers absolument à tout casser. C'est sûr que ces gens-là, on va les privilégier aussi. Mais moi, je vous dirais que euh, il y a les notes, hein, il y a les notes, puis il y a la personne. Puis bien que notre système euh, a tendance à se fier beaucoup aux notes, je pense que nous, on accorde une grande importance à l'ensemble de la personne pour on veut quelqu'un d'équilibré. Tu sais, ultimement, c'est bien beau avoir des bonnes connaissances, mais le travail va se faire en interagissant avec des patients et leurs familles. Puis ça prend quelqu'un qui a un équilibre, qui est capable d'échanger, qui est capable de gérer ses émotions. Puis c'est au moins aussi important que les notes. Merci beaucoup. Un conseil, Puis, faites oui. voir. Oui, on va surtout penser à ça. C'est vraiment des bons conseils. Puis, merci beaucoup pour tous les mots que vous avez partagés avec nous aujourd'hui. Je suis sûre que tout le monde va vraiment apprécier ça. Puis, je pense qu'ils vont lire vos livres aussi parce que pour entendre plus, c'est vraiment très intéressant. Mais peut-être juste vous dire, le deuxième livre qui s'appelle Les saisons du cerveau, c'est le parcours d'un neurochirurgien. Fait que ça, les étudiants en médecine ici, en tout cas à Sherbrooke, je pense que c'est un livre qu'ils apprécient pas mal. Fait que ça vous tente de voir un peu c'est quoi le parcours, ça donne une bonne idée, là. C'est une Parfait. excellente suggestion. Merci beaucoup, vraiment. Ça fait plaisir. Merci.